Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de notre matinale d'info, Territoire d'info, consacrée dans cette première demi-heure à analyser et à revoir des extraits du débat hier soir à la télévision qui a opposé les deux finalistes de l'élection présidentielle, vous le savez. J'accueille ce matin sur ce plateau des spécialistes politiques de la presse quotidienne régionale. Michel Urvois, le directeur éditorial de Ouest France. Bonjour Michel, merci d'être avec nous. Mathieu Verrier de La Voix du Nord. Bonjour Mathieu. Bonjour Cyril. Et Nathalie Moret du Progrès de Lyon qui représente les journaux du groupe EBRA, les 9 journaux français du groupe EBRA. Merci Nathalie d'être là parce que je sais que vous avez peu dormi tous les trois. Voilà, merci d'être là. Un débat hier soir donc, ou plutôt 2h30 de tension, des échanges particulièrement houleux. Était-on au niveau d'un débat de finalistes de l'élection présidentielle? C'est les questions que se posent les journalistes de presse quotidienne régionale dans leurs éditoriaux ce matin. Michel Urvois. Ah oui. J'ose pas citer mon titre, plus bruyant qu'éclairant. Donc j'ai essayé de résumer en 2 mots ce que j'en ai pensé. Non, c'était un combat de boxe sans gants. Et c'était effectivement pas digne d'un débat présidentiel, enfin surtout d'un bord. Il y a 3 choses dans un débat présidentiel. Il y a la personnalité, c'est-à-dire la présidentialité. Il y a le projet, puis après il y a la faisabilité politique. La faisabilité politique, on verra dimanche soir. Le projet, on a vu ce qu'il en était, mais on y reviendra peut-être. Oui, mais sur la présidentialité, il y en a un dont on peut penser qu'il ferait président, il y en a une dont on pense qu'elle ne ferait pas présidente. Quand le débat, mot très abusif, consiste à accumuler des contre-vérités sur un ton agressif, moi j'appelle pas ça du débat. Donc de ce point de vue, ça la dessert, je pense, même si son électorat attendait certainement des coups. Mais je pense que ça la dessert, ça ne convainc personne. Alors, on savait que ce serait du lourd et du brutal, ironise Patrice Chabanet, votre confrère ce matin dans le journal de la Haute-Marne. Nathalie Moret. Oui, c'est assez étonnant ce qui s'est passé hier soir et on a été fixé dès les 4 premières minutes. C'est-à-dire que seconde. Ouais, seconde même. Oui, mais moi j'étais assez gentille, je leur donnais 4 minutes. Mais en fait, la première phrase de Madame Le Pen, c'était vous êtes le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation. Dès l'entrée, elle a campé le débat, c'est-à-dire qu'elle n'était pas sur elle, je me présente, etc., mais je critique et je suis dans le combat. On va l'écouter, ce premier extrait qui donne le ton du débat. Dès les premières minutes, elle attaque fortement Emmanuel Macron. Elle y va très fort. On regarde cet extrait et puis on en débat. Écoutez, je suis extrêmement heureuse de la manière dont se déroule ce second tour, parce que la réalité, c'est que le choix politique que les Français vont devoir faire, c'est clair. Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de tous contre tous, du saccage économique, notamment de nos grands groupes, du dépeçage de la France par les grands intérêts économiques, du communautarisme. Et je suis la candidate du peuple, je suis la candidate de la France telle que nous l'aimons, de sa culture, de sa civilisation, de son unité. Je suis la candidate de la nation qui protège nos emplois, qui protège la sécurité de nos compatriotes, qui protège nos frontières, qui nous protège face à la concurrence internationale déloyale et face à la montée en puissance du fondamentalisme islamiste. Face à cet esprit de défaite, moi je porte l'esprit de conquête français. Parce que la France a toujours réussi. Et elle a toujours réussi dans le monde, parce qu'elle est au monde. Sa langue, elle se parle sur tous les continents. Son histoire, sa civilisation, ce qui fait sa force, c'est précisément qu'elle rayonne partout. Ce qui fait que nous sommes aujourd'hui la 5e puissance économique mondiale. C'est que nous sommes forts dans le monde. Il y a énormément de changements à faire. Énormément. Ce sont ceux-là que je veux conduire. Et c'est l'incapacité des gouvernements depuis tant et tant d'années, depuis 30 ans. Je n'ai jamais été ni Premier ministre, ni Président de la République, Madame Le Pen. Et je vais faire le maximum pour remédier à cela. Mais ces changements profonds que je souhaite, qui m'ont conduit, quand j'étais ministre, à quitter le gouvernement, c'est bien cela que je compte mener à leur terme pour que cet esprit de conquête triomphe. C'est ça la France que je veux. C'est ça la France qui nous ressemble, pas la vôtre. Mathieu Verrier, le ton du débat était donné dès les premières minutes, secondes, j'allais dire. Secondes, on a vu sur le chronomètre, il a fallu 10 secondes à Marine Le Pen pour sortir la sulfateuse. Et c'est un peu comme si les deux candidats avaient acté le rapport de force, à peu près 60-40. Et du coup, Emmanuel Macron
effectivement, adopte la posture présidentielle et Marine Le Pen adopte la posture tribunicienne. Les deux postures qui seraient, si les rapports de force se confirment dimanche, seraient les leurs dans les 5 prochaines années. Et la sulfateuse, on l'a vu tout le long de cette émission longue. En fait, non seulement on l'a vu, mais au-delà des attaques continuelles de la candidate du Front National, il y a aussi, je trouve, une différence entre Emmanuel Macron qui n'a cessé d'être dans le positif et dans la construction, en disant voilà, la France, ce n'est pas que la mondialisation malheureuse, c'est aussi, on a aussi des atouts, voici lesquels et voici ce que je veux faire. Tandis que Marine Le Pen, elle, n'a été que dans le, non seulement dans l'attaque, mais aussi dans la, comment dire, dans la négation de beaucoup de choses. Et on avait la différence entre un candidat positif et un candidat négatif. C'est votre avis, Michel? Oui, je pense que dans ce genre de rendez-vous à 3 jours du scrutin, il y en a un qui avait tout à perdre, Emmanuel Macron, donc il fallait surtout pas qu'il dérape, qu'il s'énerve, et l'autre qui avait tout à gagner, donc il fallait qu'elle soit à l'attaque, à l'abordage. Bon, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché puisque Emmanuel Macron, je trouve, a été bon, a été plutôt pédagogique malgré les difficultés à l'être. Et Marine Le Pen n'a pas réussi un seul instant à le déstabiliser. C'est plutôt elle qui a été déstabilisée sur un certain nombre de dossiers de fond que manifestement elle maîtrise mal. Un mot encore peut-être pour noter quand même le côté, historique de ce débat. Je pèse mes mots parce que c'est quand même la première fois qu'en France, un candidat, en l'occurrence de l'extrême droite, participe à un débat d'avant-second tour. Et ça change beaucoup de choses parce qu'elle incarne un clivage qui n'est pas un clivage mineur, qui est autour de l'Europe et tout ce que l'on peut décliner autour de l'Europe. Et ça, bon, c'est le projet, on va peut-être y venir. Et ça aura des conséquences pendant tout le quinquennat. Justement, vous parlez de l'Europe, vif échange sur l'Europe, un des thèmes sur lesquels on les attendait fortement. Deux visions de l'Europe qui s'opposent. On regarde cet extrait. Moi, je veux une Europe qui va plus vite, une Europe qui protège, qui est moins bureaucratique. Mais on a besoin de l'Europe dans la mondialisation parce qu'elle est de plus en plus instable. Ça fait 25 ans que vous promettez l'Europe sociale, vous et vos amis socialistes. Madame Le Pen, ça ne fait pas 25 ans que je suis dans la vie politique comme vous, je suis désolé. Nous avons subi la désindustrialisation massive. Nous avons subi l'effondrement de nos emplois et les délocalisations massives. Et aujourd'hui, parce que les réformes n'ont pas été conduites, ça n'est pas l'euro, cela, les Français le savent. L'épargne des Français est en danger. À cause de l'Europe. À cause de votre projet, madame. À cause de l'Europe. Non, mais c'est très important, parce que ceux qui nous écoutent doivent comprendre. Si l'État stratège que je mènerai n'est pas là pour taper du poing sur la table et pour empêcher la loi sur l'union bancaire, qui en cas de défaillance bancaire ira piocher directement dans les comptes en banque des épargnants, ainsi que dans leur assurance vie, c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait à Chypre. Nathalie Moret, deux visions très clairement opposées. Clairement opposé, et je trouve que sur ce thème, on a vu justement, on a vraiment pu voir la différence entre les deux visions de l'Europe. Il faut dire que c'est Marine Le Pen qui a commencé à parler sur ce thème-là et qu'Emmanuel Macron, très habilement, l'a laissé parler. Donc en fait, elle a pris une avance de 3-4 minutes, il l'a laissé parler, il ne l'a pas coupé, lui il s'est mis dans sa position de président écoutant son adversaire, et ensuite il a été très habile puisqu'il a un à un démonté tous ses arguments en disant voilà, là vous vous êtes trompé, là vous avez eu tort, là ce n'est pas possible. Et notamment, bon, il y a eu l'échange sur lequel je ne reviendrai pas, qui est très technique, sur l'écu, quelle est la monnaie d'échange, quelle est la vraie monnaie. Mais là, je pense que vraiment, ça a été le moment du débat où on a pu voir la différence parce qu'ils se sont un petit peu écoutés. Et ça a été finalement assez... ça a été le seul, quoi. Avec peut-être un petit peu sur le terrorisme. Ils se sont écoutés vraiment, Michel Urvois? On a pu nous les entendre, je en pense tout cas. qu'Emmanuel Macron a écouté Marine Le Pen pour mieux la contrer. Oui, Nathalie a raison. Mais ce moment-là a permis de montrer justement ce que je disais tout à l'heure, sa mauvaise maîtrise des dossiers. L'écu n'a jamais été une monnaie, ça a été une unité de valeur interbancaire, mais juste un repère en quelque sorte monétaire, un panier, mais on n'a jamais payé en écu. Donc là, elle l'a montré très ouvertement ou bien elle ne connaissait pas ses affaires ou qu'elle n'avait aucune mémoire. On l'a même entendu dire à un certain moment qu'elle allait imposer le mark aux Allemands. Je ne sais pas si... donc des choses qui traduisent une impossibilité de faire. Et je pense qu'à ce moment-là de l'échange, qui était effectivement le plus audible, encore une fois, je
pense que là, elle s'est largement décrédibilisée. Alors, elle était mal préparée, Marine Le Pen, sur ces questions-là ? Elle était mal Mathieu préparée Verrier. et si finalement le flou lui profitait? L'euro, c'est une proposition qu'elle traîne un peu comme un boulet, qu'elle a toujours mis sur la table, mais qui ne séduit pas les Français, qui ne séduit pas vraiment ses électeurs. Et finalement, est-ce que si elle reste dans le flou, dans l'ambiguïté, ce n'est pas à son avantage? Et sortir de l'ambiguïté, en revanche, serait à son détriment. Donc oui, elle maîtrise mal, on l'a vu sur l'écu, ses explications sur l'écu sont vraiment floues et inexactes, mais ça peut lui profiter quand même, ce flou, cette ambiguïté. Est-ce que sur le fond, Nathalie Moret, alors évidemment sur l'Europe, c'est également valable, on n'est pas resté un peu sur notre faim, sur le fond des choses? Évidemment, puisqu'on a une candidate qui n'est pas allée dans le fond, mais qui est restée dans le slogan. Elle a été comme elle l'est. Comme face à des journalistes, alors? Ah mais absolument, c'est-à-dire elle avait l'opportunité devant 20 ou 25 millions de gens de dire que le Front National était un parti crédible, gouvernemental. Elle a fait le choix inverse, on l'a vu. Elle n'a été que dans l'invective et dans la politique du slogan, comme finalement elle l'est sur une estrade de meeting. Mais pourquoi alors la question qui vient après? Parce que je pense elle sait qu'elle a perdu cette élection, que quand on est à 60-40, on n'a aucune chance de remonter, sauf effondrement du candidat adverse, ce qui de toute façon ne sera pas le cas. Donc elle avait intégré, je pense, la défaite électorale, et son but, je pense, c'est le coup d'après, c'est les législatives, c'est être continuellement dans le slogan et de séduire le plus largement cette France qui ne comprend pas la mondialisation, qui en a peur. Je pense que c'est son calcul. Au fond, elle s'est adressée uniquement à son électorat, c'est ça? Elle n'a pas tenté de l'élargir, c'est manifeste. Michel Urvois là-dessus. Je pense qu'elle a tenté le tout pour le tout, c'est-à-dire l'accident médiatique, le dérapage d'Emmanuel Macron. Elle n'y est pas parvenue. Vous savez, tout ce qui est excessif est insignifiant, c'est bien connu, encore que c'est peut-être signifiant dans le cas d'espèce. La forme, c'est un peu le fond qui remonte à la surface, et là, on a vu dans la forme ce qu'elle était réellement au fond. C'est-à-dire quelqu'un d'agressif, quelqu'un qui ne maîtrise pas ses dossiers. Et c'est pour ça que je pense que l'exercice est raté. Il a été tenté, bien tenté, dès les 10 premières secondes, mais il a été raté. Elle nous a vendu la France apaisée pendant des mois. Hein. Et donc, effectivement, maintenant, elle est dans le coup d'après. Une seconde, je me tourne vers Mathieu Verrier, La Voix du Nord. Vous avez l'habitude de voir Marine Le Pen. En tout cas, dans le Nord, on sait bien qu'elle y est très présente. On a l'habitude de voir le Front National dans le Nord. Marine Le Pen, un peu moins. Mais vous avez été surpris, du coup? J'ai été surpris parce que je pensais le débat d'entre-deux tours, c'est aussi une façon de montrer une autre facette de la personnalité. Là, on n'a pas découvert Marine Le Pen. C'est la Marine Le Pen qu'on connaît depuis 10-15 ans chez nous et dans les médias. Ouais. Très bien, on va regarder maintenant un extrait sur le terrorisme. Marine Le Pen propose dans ce moment clé du débat ses solutions contre le terrorisme. Marine Le Pen attaque Emmanuel Macron sur le soutien que lui apporte l'UOIF. On écoute, on regarde. Contre le terrorisme, il faut d'abord retrouver nos frontières nationales, tout de suite, immédiatement. Et ça, ce sera quelque chose que je ferai immédiatement après mon arrivée au pouvoir. Il faut que l'on expulse tout de suite les fichiers S étrangers qui sont sur notre territoire. Tous ceux qui, étrangers, sur notre territoire, ont un lien avec le fondamentalisme islamiste, dehors. Dehors. Tous ceux qui sont double nationaux, on mettra en œuvre la déchéance nationale. Je sais que vous êtes contre cela, mais vous êtes pour toutes les propositions laxistes et contre toutes celles qui font preuve de fermeté. Vous me laisserez expliquer mon projet, donc, Madame Le Pen. Parlez du temps. Et déchus de leur nationalité, ils seront également ça va leur faire peur, hein, pour ceux qui se font sauter. Ça va les terroriser. Non, la déchéance, qui est un débat qui a déjà eu lieu, le président de la République a voulu le faire. Ça règle rien au sujet. Mais c'est tout, continuez. Quelqu'un qui se fait sauter, puisqu'aujourd'hui les terroristes que nous devons combattre et que j'éradiquerai, ce sont des gens qui se suicident dans les attentats. On l'a vu. Vous attendez l'attentat, vous? Mais je n'attends pas l'attentat. Et moi, j'attends pas l'attentat. Simplement, quelqu'un qui est dans ses dispositions d'esprit, la déchéance de nationalité brandie par Madame Le Pen, vous pensez que ça le fait trembler? Il faut aller beaucoup plus au cœur, beaucoup plus au fond, être beaucoup plus concret. Pas de leçon sur ce Pas des principes. Non, pas de leçon, en effet. Je ne soutiens pas l'UOIF. Mais je vous dis et je vous redis. Vous avez accepté leur soutien. Je démantèlerai toutes les associations qui invitent à la violence, à la haine,
à la division et qui font le jeu des djihadistes. Mais vous avez accepté le soutien de l'UOIF. C'est dans mon projet et dans mon programme. Mais vous avez Donc, accepté le soutien de l'UOIF. L'UOIF, c'est chez vous qu'elle va faire des réunions publiques. C'est pas chez moi, Madame Le Pen. Michel Urvoy, est-ce que ce soutien de l'UOIF à Emmanuel Macron était aussi précis que le dit Marine Le Pen dans le débat? L'UOIF a explicité une préférence pour Emmanuel Macron, mais il faut resituer les choses dans leur contexte. On est dans une campagne de désinformation sur ce thème-là depuis des semaines ou des mois. Souvenez-vous de ce qui était dit contre Alain Juppé, de ce qui était dit ensuite... Ali Juppé, ce qui était dit ensuite contre François Fillon. Et là, on est dans la même veine. Mais sur tous les thèmes, elle a procédé de cette manière-là par amalgame et par approximation. On a parlé de l'écu tout à l'heure. On aurait pu parler du coût de l'Union européenne, où elle a dit des choses fausses. Elle a dit, sous-entendu des choses sur des comptes offshore d'Emmanuel Macron, pendant que circulaient sur Internet des faux documents. Elle a parlé de Servier, elle a parlé de la vente de SFR. Emmanuel Macron n'était pas ministre à l'époque. Elle a dit des choses fausses sur la GPA. Emmanuel Macron a toujours été contre la GPA. Et là, elle parle des fichiers S. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. On va expulser tous les fichiers S. Ah bon? Tous les fichiers S sont des terroristes? Tous les terroristes potentiels sont fichiers S? Ils sont tous étrangers? Donc, enfin, tout ça ne tient pas la route. Nathalie Moret. Oui, ça on le sait. On sait que les 11 000 fichiers S ne sont pas forcément des terroristes. On sait que la plupart sont français et donc de toute façon pas expulsables. Mais c'était pas ça son but. Son but, c'était encore une fois, on l'a déjà dit ici depuis ce matin, c'était de parler à son électorat. Elle ne va pas convaincre une voix de plus avec ce qu'elle a fait hier soir. Son but, c'était de rassurer son électorat, de jouer le coup d'après parce qu'elle sait que cette élection est perdue. Et voilà. Et puis, moi, je suis un peu consternée quand même. Ça, on l'a pas dit par la tonalité du débat. Mais ce point-là du programme d'Emmanuel Macron, sur la lutte contre le terrorisme, qui est un point considéré comme un peu faible, vous trouvez, Mathieu Verrier, qu'elle a réussi à le pointer là-dessus ou pas hier soir? Je pense qu'elle a réussi, oui, dans son genre, dans son style. Son style, c'est sauter à la gorge et puis taper sur son adversaire. En face, il y a Emmanuel Macron qui, lui, est plus dans la complexité. Et c'est vrai quand il dit après l'attentat sur les Champs-Élysées, il dit je vais pas inventer un nouveau programme en une nuit. Faut dire qu'il n'a pas tort. Faut arrêter d'inventer des programmes à chaque fois qu'il y a un événement, à chaque fois qu'il y a un attentat, un fait divers ou un autre événement. Donc c'est difficile dans un débat, dans cette tonalité, d'opposer la complexité aux formules choc, aux punchlines. La politique du slogan, elle est toujours plus forte que l'explication de fond. Sauf que sur le terrorisme, on ne peut pas se contenter de slogans. C'est très facile de dire on va les fichiers S dehors et de répéter dehors. C'est du slogan, c'est efficace. Sauf qu'après, quand il lui dit mais comment on fait quand on se fait sauter, on s'en fout d'avoir une déchéance de nationalité. Là, elle ne répond pas. Elle sourit et elle attaque sur un autre dossier. Parce que c'est ça qu'on a vu aussi. On l'a vu attaquer tout le temps et ne jamais répondre. Elle répondait par une nouvelle attaque. Du coup, lui, il a été... Et c'était assez habile d'ailleurs, puisque à chaque fois, il était obligé, comme c'était des choses assez voyantes, assez grossières, de répondre, ce qui l'a empêché à plusieurs reprises d'avoir une argumentation dans la longueur, Emmanuel Macron. Donc il lui a fallu aussi un temps... Pour qu'elle s'habitue à ça. Elle l'a gêné dans les développements qu'il voulait faire, Michel? La forme qu'elle utilise est structurellement gênante. C'est-à-dire quand on procède par slogan, un slogan, ça prend 3 secondes pour être exprimé. Pour contrer le slogan, il faut au moins 3 minutes, si c'est pas 3 quarts d'heure. Donc effectivement, à ce jeu-là, dans des séquences médiatiques courtes, c'est extrêmement difficile de répondre. Mais sur cette question du terrorisme, moi j'ai trouvé le débat, irresponsable. Parce que on ne joue pas avec ça. On peut à la rigueur s'amuser, s'invectiver, se renvoyer des trucs sur des sujets, je dirais, un peu secondaires. Là, il en va de l'unité du pays. Il n'y a pas de désaccord à avoir sur la finalité antiterroriste. Avoir un désaccord là-dessus, c'est manquer à la mission revendiquée de président de la République. C'est ça. Donc là, elle n'était pas présidente du tout.
Pas du tout. Après, on peut discuter des moyens mis en œuvre. On peut discuter, Emmanuel Macron propose une cellule spéciale auprès du président de la République. Il propose de renforcer le renseignement. Il propose de remettre la police de renseignement, enfin de terrain, la police de proximité qui avait été supprimée par la droite. Bon, il y a beaucoup de choses dans son projet, qu'il n'a d'ailleurs à peine eu le temps de dire en définitive. Et ça n'a pas été débattu. Et ça n'a pas été débattu. On peut débattre de ça, mais on ne peut pas débattre de la nécessité de combattre le terrorisme, et puis on ne peut pas en débattre n'importe comment. Enfin, laisser penser que des douaniers seraient un moyen de lutter contre le terrorisme. On a quand même entendu ça hier soir. Et quand les terroristes sont chez nous, qu'ils sont français, qu'ils habitent à 10 km d'ici et qu'ils sont suicidaires, enfin, on peut mettre tous les douaniers que l'on veut, non ? Alors vous parliez du fait qu'il renvoyait souvent, au fond, sur l'irréalisme de son programme. Alors sur le volet social, sur les retraites, Marine Le Pen propose à ce moment du débat, vous allez le voir, la retraite à 60 ans. Et Emmanuel Macron lui répond que c'est tout simplement infinançable. On le regarde. Si le système, le régime de retraite aujourd'hui est en grande difficulté, ça n'est pas de la faute des Français, c'est de votre faute. C'est la faute du système qui vous soutient, M. Macron. C'est celui qui a été au pouvoir depuis des années et des années, qui a mis en place un modèle économique qui a entraîné un chômage de masse, car le seul moyen, et un très bon moyen de sauver le système de retraite, c'est de retrouver la voie de l'emploi. La retraite à 60 ans avec 40 annuités, c'est 17 milliards de coûts. Baisser le chômage de 3 points, c'est 25 milliards de recettes pour l'État. Madame Le Pen propose de partir à 60 ans. Donc elle proposait naguère qu'on puisse le faire dès son élection. Maintenant, elle a reporté la chose. Ça coûte 30 milliards. Non, Bon, 17. Ça coûte 30 milliards, c'est infinançable. C'est ce qui avait été fait au début des années 80 par François Mitterrand, et à une époque où l'espérance de vie était de 10 ans inférieure à celle d'aujourd'hui. Donc, à la fin des fins, vous savez, il n'y a pas de finance magique. Alors, à la fin des fins, il n'y a pas de finance magique. C'est le ministre de l'économie là qui reprend Marine Le Pen sur cet aspect-là des choses. Je trouve que cette séquence est intéressante parce qu'elle dit, dans cette séquence sur la retraite à 60 ans, elle dit un truc très vrai. Elle dit que c'est retrouver le chemin de l'emploi qui financera les retraites. C'est absolument vrai. Mais tout de suite, donc là, on peut en débattre justement. C'est une question de débattre en disant comment on fait pour retrouver le plein emploi, etc. Et est-ce que finalement, si on était dans une économie de plein emploi, est-ce qu'on pourrait revenir à la retraite à 60 ans ? C'est un vrai débat. Mais là-dessus, elle a été complètement, son propos a été dévalorisé par le fait qu'elle ne finance pas cette mesure-là. Donc on voit qu'à chaque fois où et il lui, peut il y est avoir... crédible en disant ça. Oui, il est crédible parce qu'effectivement, il a été ministre de l'économie, qui connaît les dossiers par cœur et qui ne se contente pas de formules. Mais encore une fois, sur ce sujet-là, qui est une vraie préoccupation des Français, Jean-Luc Mélenchon aussi proposait le retour à la retraite à 60 ans, avec aussi, et il avait une façon de le financer, etc. Là aussi, je pense qu'il faut... Ça mérite plus que du slogan et on aurait dû avoir un vrai débat. Est-ce que c'est possible ou pas? Moi, ça, j'ai envie qu'on me le dise. Et les deux candidats à la présidentielle n'ont pas pu parler de ça. Elle a dit elle-même que ça n'était pas possible, puisqu'elle repousse l'application de cette mesure à la fin du quinquennat, premièrement. Et deuxièmement, il y a une précision dans sa retraite à 60 ans, c'est au terme de 40 années de cotisation. Si vous commencez à bosser à 25 ans, 40 plus 25, ça fait 65. Donc c'est la retraite à 65 ans qu'elle propose. Mais elle appelle 60 ans parce que c'est l'âge légal qu'elle propose, à partir duquel on pourrait se retirer. Qui est déjà possible pour les carrières longues. Qui est déjà possible pour les carrières longues, absolument. Donc moi, je ne vois pas où est sa proposition. Il y a moins d'annuités, parce que c'est 40 années d'annuité. Donc Il y a moins d'annuités. Mais là, de ça, il n'y a pas eu de débat là-dessus. C'est ça qui est terrible sur un débat présidentiel, où quand même on doit avoir une vision sur les 5 ans qui viennent. De vision, il n'y en a pas eu. Moi, j'ai toujours plus fait confiance à la presse écrite, et notamment la presse écrite régionale, pour avoir du débat et des idées plutôt qu'un spectacle télévisuel. Donc je suis assez peu étonné. Je pense aussi qu'il y avait un enjeu dans ce débat, c'était de récupérer les voix des électeurs, notamment de Jean-Luc Mélenchon. Et là, je trouve qu'aucun des deux n'a vraiment réussi à marquer des points de ce côté-là. Peut-être dans la semaine qui vient de s'écouler, mais dans le débat, c'était pas aussi clair. On posera la question à Alexis Corbière, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, qui est notre invité tout à l'heure à 8h, notre invité
politique. On va regarder un autre extrait concernant la loi travail. Vous savez que sans arrêt, Marine Le Pen le renvoyait à son héritage gouvernemental, au fond, Emmanuel Macron. On écoute cet extrait sur la loi travail. Vous essayez de faire oublier que vous avez participé à un gouvernement qui a mis en œuvre la loi El Khomri, qui a été une loi, encore une fois, de précarisation du travail, qui n'a pas créé un emploi, qui a créé un chômage qui est encore plus important depuis que vous êtes parti du gouvernement que quand vous y êtes entré. Mais ça, je vois que vous refusez d'en assumer la responsabilité. C'est cet hommage implicite que non, vous mais rendez. je note que vous refusez, encore une fois, cette responsabilité. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous ne répondez en fait jamais aux questions. Vous parlez toujours du passé et des autres. Mais c'est très bien, les Français comprendront que vous n'avez rien à proposer. C'est formidable. Moi, je vous écoute, vous parlez de tout. Si vous écoutiez moins, vous entendriez ce que je dis, c'est monsieur Macron, car j'ai répondu. Nathalie Moret, un échange assez caractéristique de ce qu'a été ce débat. Bah oui, je veux dire, voilà, c'est. Mais quand je dis que, quand tout à l'heure je disais que j'étais consternée par la teneur du débat, c'est qu'on n'entend pas les propositions. Et sur la loi El Khomri, c'est quelque chose de fondamental. Elle veut abroger cette loi, lui pas. Pourquoi ? Si vous avez compris ce qu'ils ont dit hier, vous me le dites, parce que moi je l'ai pas compris. Mais les extraits étaient bien découpés. On a mieux compris. Avec les extraits que pendant le débat. On a bien compris ce qu'elle voulait pas, mais après, effectivement, sur le fond, je ne sais pas ce qu'elle veut, mais on a bien compris aussi qu'elle prenait rendez-vous pour la suite. Oui. Dites-moi, sa stratégie de le renvoyer sans arrêt à son héritage gouvernemental, c'est une bonne stratégie politique ? Elle peut marquer des points là-dessus, en vue du deuxième tour. Oui, mais il y a un moment où l'excès d'accusation ne devient plus crédible parce que, il n'a pas été président de la République, ni Premier ministre, elle a ni pointé ministre 4 de ans. tout, ni... 2 ans à l'Élysée, 2 ans à l'économie aux finances. Oui, d'accord. Mais bon, je pense que c'est un peu difficile de faire valoir que Emmanuel Macron est quand même responsable de tout. En tout cas, s'il s'est démarqué de la politique de François Hollande, c'est bien qu'il y avait bien des raisons. Donc... s'il avait été parfaitement d'accord avec François Hollande, je ne suis pas sûr que les choses se seraient passées comme celle-là. Et si François Hollande était complètement d'accord avec lui, je ne suis pas sûr qu'elles se seraient passées comme ça non plus. Donc, et surtout, on ne tient pas 2 heures sur un argument. Effectivement, on n'a pas entendu ses propositions. Les journalistes ont posé peu de questions. À chaque fois, c'était Marine Le Pen, quelles sont vos propositions ? Elle n'a jamais répondu. Elle était toujours dans l'invective, dans l'attaque, dans le Macron égale bébé Hollande. Y compris quand on lui a donné la carte blanche en disant voilà, vous avez 2 minutes pour parler d'un thème qui vous est cher. Elle n'a pas utilisé ces 2 minutes-là pour parler justement de quelque chose qui aurait été structurant dans son programme. Ça, c'est tout à fait édifiant. Et quand elle a déclaré, ça sera Madame Merkel ou moi. Ça, c'est une vraie punchline. Très. Alors ça, je trouve que par contre, ça, c'est une très bonne réflexion parce que c'est un slogan certes, mais c'est très représentatif de ce qu'elle veut faire et du coup on l'entend. Mais ce serait un petit peu réducteur de ne garder que ça, bien sûr. Eh bien, on va l'écouter vite fait. De toute façon, la France sera dirigée par une femme, ce sera ou moi ou Madame Merkel. Elle est là la réalité, mais bien évidemment que oui. Ces formules elle est là, ridicules. elle est là la réalité. Heureusement, notre pays a eu des dirigeants visionnaires. Calmez-vous, laissez-moi terminer. Je suis très calme, Madame Le Pen. C'est vous qui m'avez interrompu. Non mais non, c'est moi qui parlais. Il y a eu des dirigeants visionnaires. Le général de Gaulle et le chancelier Adenauer, ils ont su travailler ensemble. Ils l'ont fait avec. Ils voulaient pas. À une autre époque. Ils ne voulaient pas cette Europe-là. Michel Urvoas, on appelle ça une punchline. Oui, c'est bien préparé, ça. C'est bien préparé et c'est juste de son point de vue à elle. Parce que ça résume effectivement bien sa pensée, ce que Emmanuel Macron n'a jamais su faire durant la campagne. Il n'a jamais eu de ces formules qui pouvaient devenir des marqueurs de son projet. Parce que la nature même de son projet est assez différente. D'abord, c'est un vrai projet et donc un peu compliqué à expliquer, donc plus difficile à exprimer en 3 mots. On va regarder les unes rapidement de vos confrères avec le Télégramme et Hubert Coudurier qui dit « Tels 2 boxeurs, ils ont commencé par quelques uppercuts. Au total, les échanges tenaient largement du dialogue de sourds. » Pour l'Union de Reims, c'est Hervé Chabot qui écrit qu'il a assisté à une cacophonie assommante, un brouhaha insupportable. Il est sévère. Pour La Montagne, on attendait un échange de haut niveau. On a eu des invectives, constate avec amertume Bernard Stéphan. Pour le Républicain Lorrain, Xavier Rouen écrit, c'est votre confrère Nathalie Moret, que ce débat était un rude combat dans lequel ne manquaient que les gants de boxe, toujours pugilistique, les comparaisons. Et puis dans la Nouvelle République, la finale d'un gala de boxe au cours d'un débat s'égarant ou s'enlisant souvent, écrit ce matin Denis Dauman dans la Nouvelle République. Voilà.
Merci beaucoup Michel Urvois de Ouest France, directeur éditorial, d'avoir analysé ce débat d'hier soir. Merci Mathieu Verrier de La Voix du Nord. Merci Nathalie Moret du Progrès de Lyon d'avoir été nos invités ce matin pour nous permettre de comprendre, de mieux comprendre ce débat du deuxième tour de l'élection présidentielle. Voilà, on passe tout de suite au zapping avec de larges extraits de ce qui s'est passé hier soir. Et puis notre invité politique à 8h dans quelques minutes, Alexis Corbière, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Nous avons beaucoup de questions à lui poser. Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité. C'est le premier débat entre un candidat qui représente l'ensemble de la République et une candidate d'extrême droite. Vous avez démontré que vous n'êtes en tout cas pas la candidate de l'esprit de finesse, de la volonté d'un débat démocratique équilibré et ouvert. Le match de catch, je ne suis pas certaine personnellement que ça sert la démocratie. Donc à un moment donné, il faut être responsable, il faut exposer calmement ses idées. Monsieur Macron veut faire une loi El Khomri puissance 10, par ordonnance, vous l'avez dit. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Je suppose qu'il y aura la disparition, je sais pas, du CDI. Ça s'appelle précariser. Je voudrais... Non mais attendez, arrêtez donc de vous agiter comme ça. De supporter le débat, mais monsieur arrêtez de Ferrand. vous agiter. Donc, restez calme, ça va bien se passer. Hein. Monsieur Le fonds Macron, souverain, le fonds ne souverain jouez que vous pas avec proposez, moi, ne jouez pas. mais je ne joue pas malheureusement, Je vois c'est que vous triste. cherchez à jouer avec moi, à l'élève et au professeur, mais en ce qui me concerne, non. ce n'est pas particulièrement mon truc. Quand ils affirment que Macron est le fils de Hollande, ce qui est biologiquement faux, vous en conviendrez, nous affirmons pour notre part que Marine Le Pen est bien la fille de son père, ce qui est biologiquement le juste. Vous voyez, moi, je suis la candidate du pouvoir d'achat. Vous, monsieur Macron, vous êtes le candidat du pouvoir d'acheter la France. Je ne veux pas que dimanche prochain, on élise à la tête de l'État une personnalité qui n'aura de cesse de créer la division, la fracturation et l'abaissement. Hier, meeting de Cazeneuve, on a surtout changé de ralliement de On Valls, était sur la loi ralliement travail. de Taubira, soutien de Hollande. attendez, Dites la vérité aux Français. Vous êtes le Parti Socialiste êtes rebaptisé En Marche. D'ailleurs, Madame Parizeau va peut-être Ils être étaient- votre Premier ministre, en fait. Vous avez Non, dit que ce serait mais peut-être une femme. j'ai une annonce à vous faire. Non. Bon, en Vous savez plus, quoi Voilà. Madame Mais- Taubira, alors peut-être. non, attendez. Non plus. Mais allez-y, faites En tous plus, vos c'est fantasmes. pas- vous croyez que je vais me laisser impressionner par votre crachoir? Mais soyez juste Non, mais enfin, respectueux du écoutez. débat démocratique. Mais je voilà. suis respectueux Vous à n'avez pas encore condition que vous gagné, vos m'interrompez pas banques tout et le vos temps. agences de com n'ont pas encore fait l'élection. Vous êtes l'héritière d'un système, d'un parti, Alors. d'un nom. Moi, je ne suis pas D'accord, l'héritier ça, on a cru de ce comprendre. gouvernement. J'y ai Alors, participé. s'il vous plaît. Je n'étais pas d'accord et j'en suis sorti. J'ai démissionné, j'ai quitté Voilà. le gouvernement, la fonction publique. Il craint le chaos? Non, il ne craint pas le chaos. Non, non. Oui, il va être comme il est, souriant, bienveillant. Vous êtes la coproduction du système que vous dénoncez. Parce que vous en vivez. Vous êtes son parasite. Parce que l'inefficacité des politiques bien. de droite et de Très gauche. classe. Emmanuel Macron n'a pas pour objectif d'attaquer. Il a pour objectif de défendre ses idées. S'il vous plaît, non, mais je ne suis pas, commence je ne pas, suis alors. pas pour ma part dans un spectacle télévisé. Voilà. Vous Avec savez, François Hollande. Restez à la Vous télévision. avez dit vérité, Moi- alors dites la vérité. Moi, je veux présider le pays. Vous non, ne non, respectez non, pas non, les non, règles que non, vous non. avez vous-même fixées. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, l'invité politique de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale ce matin, c'est Alexis Corbière, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et de son mouvement La France Insoumise. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Nous avons beaucoup de questions à vous poser par rapport au débat hier au soir, bien sûr. Et pour vous interroger ce matin, à mes côtés, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et Michael Zamès de Public Sénat. Bonjour Michael. Et je signale que les extraits de cette interview seront sur tous les sites internet de la presse quotidienne régionale dans la matinée. Alexis Corbière, comment qualifieriez-vous ce débat? Est-ce qu'il a été à la hauteur des enjeux d'un deuxième tour de l'élection présidentielle? C'est clair qu'il y avait débat, en deux mots, et pas beaucoup de mots. C'est un peu tout le décorum de la Ve République à l'heure des chaînes d'info. C'est-à-dire que du ton très polémique aujourd'hui qu'impose les chaînes d'info, je ne veux pas leur jeter la pierre, mais où, bon voilà, c'était très virulent. Et pour filer la métaphore sur, bon, c'est la monarchie présidentielle de la 5e, où on est passé de la cour royale à la cour d'école, quoi. Bon. Et paradoxalement, il n'y avait pas la solennité Véronique qui Jacquier. requiert un débat de présidentiel. Oui, mais bon, Marine Le Pen trop agressive. Moi, je suis contre la monarchie présidentielle, mais on s'entendait à ce que quand même il y ait des choses qui aillent un peu plus haut. On parle d'un grand pays, pas un mot sur l'écologie, pas un mot, tout de même.
Mais vous attendiez autre chose ? Bah oui. De toute façon, moi, je veux pas apparaître comme le mauvais perdant, évidemment, c'est facile à dire, mais vous savez, qui était au second tour, ça s'est joué à 600 000 voix. Il y avait M. Fillon, il y avait Jean-Luc Mélenchon, et c'est une autre histoire du pays, évidemment. Donc Jean-Luc Mélenchon aurait été différent dans ce débat. Oui. Moi, le pays que j'ai vu, c'est pas choisi entre l'extrême droite, dont personne ne veut, qui n'est pas majoritaire, moi je le crois pas, et M. Macron, qu'il le veuille ou non, qui est quand même une forme de continuité des politiques qui ont été menées. Donc à partir de là, vous aviez ce débat sans fin, avec une représentante de la xénophobie, on l'a vu. Moi j'en ai assez de... Franchement, le numéro qu'elle a fait sur les musulmans, tout mis dans le même sac. Franchement, j'ai aucune complaisance avec l'UOIF, mais enfin, assimiler le terrorisme, l'UOIF, on comprend plus rien. Tout ça d'une grande confusion. C'est suspicion généralisée pour nos concitoyens de confession musulmane. Très mauvaise façon par ailleurs d'aborder le phénomène du terrorisme. On ne sait plus de quoi on parle. Bon, et elle tire à la Kalachnikov, si je puis dire, sur tout. Tout est assimilé. Hier soir, même le pauvre Macron, je ne veux pas le défendre, qui est considéré quasiment comme étant un suppôt. Non, mais en l'occurrence, elle l'a accusé d'être quasiment tenue par l'UOIF. Bon, c'est ridicule, tout ça. Il y a un gagnant pour vous quand même hier soir. Pardon ? Il y a un gagnant, une gagnante pour vous ? Moi, je crois que ça ne fait pas bouger les lignes, vraiment. Sûr ? Écoutez, je crois que celui qui est favori dans les sondages, M. Macron, va continuer à l'être nettement. Alors pourquoi n'appelez-vous pas ce matin à dire directement il faut voter Emmanuel Macron ? Parce que, premièrement, parce que je ne me reconnais pas dans son projet, c'est important. Mais vous l'avez dit, face au Front National, face à Marine Le Pen. Parce que je suis aussi le porte-parole. La question, il y a plusieurs niveaux. Mon mouvement a décidé, pour garder unis toute une série de gens, 7 millions de Français, qui abordent ce deuxième tour de manière un peu différente. Certains disent, voilà, moi j'arrive pas à voter pour un candidat qui, après avoir s'être mobilisé pour la loi El Khomri, qui défend pied à pied cette loi El Khomri, qui veut changer le code du travail. Non mais d'accord, mais je termine le raisonnement. Qui veut supprimer 125 000 postes de fonctionnaires, etc. Je n'y arrive pas. Mais d'autres disent, je vais utiliser le bulletin Macron, et c'est tout à fait respectable, pour battre Marine Le Pen. Voilà. Ce qui est important, c'est que ces deux positions se sentent à l'aise, et ce serait tordre le bras à l'un comme à l'autre que d'utiliser ma position de porte-parole pour dire moi ce que je vais faire. La seule chose que je me permets de dire, c'est que moi j'irai voter, et je pense qu'il faut aller voter. À titre personnel, mais est-ce que vous pouvez dire quand même à Alexis Corbière que Emmanuel Macron hier soir a été à la hauteur des enjeux ? Est-ce que vous pouvez le dire, ça ? Est-ce que vous lui avez trouvé des qualités ? C'est un homme qui a des qualités, de toute manière. On a vu qu'il a l'esprit agile, ça c'est pas le sujet. La question, c'est que je pense que les réponses économiques, sociales qu'il apporte, qui intéressent les Français, ne sont pas à la hauteur permettant justement ces grands changements qui vont faire reculer le chômage. Non mais c'est le sujet. C'est-à-dire que si vous voulez, jusqu'au bout de mon opinion, il va gagner dimanche 7 mai, mais la question c'est quelle sera la France en 2022 ? Parce que je répète que si le paysage qui nous reste imposé dans les 5 années qui viennent, c'est M. Macron et ce qu'il représente, ses choix politiques, économiques, face à l'extrême droite et qu'il n'y a rien d'autre, c'est à la fois faire un cadeau formidable à Mme Le Pen, unique opposante, et à la fois un cadeau à M. Macron. Vous pensez quoi ? Pardon ? 2022, je pense que si c'est la politique de M. Macron qui continue, ça va creuser encore plus les inégalités, qui va amener à ce que l'extrême droite risque d'être plus forte. Et peut-être même l'emporter. D'où l'intérêt de faire vivre une opposition claire qui essaie de sortir de cette tenaille infernale, jouer à 600 000 voix près, je l'ai dit. Quand même, c'est ça qui est terrible. Le formidable débat auquel on a assisté se trouve aujourd'hui. Mais ça, c'est des institutions. Moi, je suis pour une 6e République, en finir avec ça. C'est pour ça que je suis... Hier soir, j'avais le cœur gros pour le dire. Me dire, bon sang, la France que j'aime, la France que j'ai vue, je crois pas, ne se sent totalement représentée. Mais on a quand même toujours du mal, malgré vos arguments, à comprendre pourquoi Jean-Luc Mélenchon reste dans le silence, pour revenir sur la question de Michaël Zamès. On ne comprend pas, quand on voit l'attitude de Marine Le Pen hier soir, il n'y a pas photo. Mais qui vous dit que des gens ne vont pas voter Macron pour battre Marine Le Pen ? Et qui vous dit, je l'ai dit, répétez, pas une voix ne doit aller pour Marine Le Pen. Je vais le répéter à ce micro, et je trouve que c'est pas gentil. Je parle pas de vous, mais quand des gens, moi j'ai fait plusieurs émissions, on me dit le nini. Personne n'est pour le nini. Personne ne met un signe égal. Enfin, je parle pour mes amis. Et je dis, si certains d'ailleurs m'avaient fait l'honneur ou avaient fait l'honneur de voter pour Jean-Luc Mélenchon et se poser la question de voter pour le Front National, je leur dis, par votre intermédiaire, ne votez pas Front National. Ne le votez pas. Hier soir, pas un mot pour les droits des travailleurs, pas un droit nouveau pour les salariés ni pour les citoyens elles-mêmes. Vous l'avez vu, pas un mot sur le partage des richesses. Non mais donc vous donnez un blanc-seing pour le vote blanc. Pardon ? Vous donnez un blanc-seing pour le vote blanc. Non, pas du tout. Pas du tout. Je trouve que voter Macron... Vous appelez à voter Macron. Et tout à fait respecté. Vous ne le dites pas. C'est comme ça. Bah oui, je crois qu'on l'a dit depuis 10 jours. Malgré tout vos talents, vous n'arriverez pas à me faire sortir mais là, c'est important de le rappeler après le débat de cette ligne de conduite qui est la mienne et qui est celle des porte-parole de notre mouvement. De dire, on peut finalement dire je n'y arriverai pas. Au vu du rapport de force en plus, ne jouons pas tout de même. Il y a un rapport de force qui est confortable pour l'instant vis-à-vis de M. Macron. C'est pour ça que vous ne voulez pas en dire plus.
C'est parce que ce rapport de force est confortable. Du moins, ce que je veux dire, c'est que je comprends. Il n'y a pas de risque. Je comprends ceux qui peuvent me dire j'arrive pas à vouloir donner un sacre d'empereur à un homme qui veut casser le code du travail, mais je comprends très bien ceux qui me disent je vais utiliser le bulletin Macron contre Le Pen. Les deux positions me semblent respectables dans le rapport de force politique actuel. Alexis Corbière, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et de son mouvement La France Insoumise, qui est notre invité ce matin sur Public Sénat et Sud Radio. Si Emmanuel Macron gagne dimanche, après il y aura les élections législatives. Alexis Corbière, est-ce que vous serez les principaux opposants? Est-ce que vous serez son opposition à Emmanuel Macron s'il gagnait ces élections législatives? Nous serons en désaccord avec son projet. Vous serez son opposition? Oui. Première. On va créer les conditions pour qu'on le soit. Ce serait un peu prétentieux de ma part de vous dire qu'on sera... Je souhaite que la force que nous avons rassemblée à près de 20% soit en force, pourquoi pas à la première, et pourquoi pas même majoritaire à l'Assemblée, pour qu'après qu'on ait battu Mme Le Pen... Ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon sera le frondeur d'Emmanuel Macron s'il est élu le 7 mai? Non, justement, la terminologie est très mauvaise, parce que le frondeur est celui qui, faisant partie... Mais c'est intéressant, justement. Il ne veut pas être le frondeur dans le sens où il ne veut pas être un macroniste, comment dirais-je, devenu en désaccord. Nous sommes d'ores et déjà, et même... Oui, mais on va lire vos non-consignes de vote à ce tour-là, à l'aune de ce que vous dites là, maintenant. C'est-à-dire, je vous serai la principale opposition à Emmanuel Macron. C'est ce que je pense. C'est ce que vous voulez. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais vous misez sur combien? Et les Français en ont besoin. Mais vous misez sur un groupe parlementaire, vous misez sur combien de... Oui, mais la difficulté... Vous faites des projections en ce moment? Oui, on en fait, mais la difficulté, il y a 76 circonscriptions, on est arrivé en tête. Il y en a 451 où, si je projette mécaniquement, donc ça vaut pas grand-chose, mais enfin, les scores qu'on a fait vis-à-vis des législatives, on fait plus de 12,5% des inscrits, et vous savez que ça permet d'être au second tour. Et ça, c'est de la mécanique un peu froide, parce qu'on va avoir plusieurs phénomènes. Monsieur Macron va gagner, que va-t-il faire? Un label, lui, il pense créer une dynamique, on verra. Qui va-t-il annoncer comme gouvernement? Ça va peut-être créer un petit effet qui se coule sur ceux qui ont voté pour lui, quand ils vont s'apercevoir que c'est tel patron, tel homme de droite, s'ils sont plutôt de sensibilité de gauche qui ont voté pour lui, ou vice-versa. Enfin, comment dirais-je? Tous les non-dits de Monsieur Macron risquent de lui faire un petit peu des petits problèmes. Comme vous savez, on sort toujours de l'ambiguïté à ses propres dépens. Et c'est un homme quand même plein d'ambiguïté. Et quand il va falloir annoncer un gouvernement, on va en sortir. Une projection de combien de députés? Moi, je souhaite qu'on... Je vous dis, on peut aborder cette échéance en se disant, pourquoi pas créer l'événement en étant majoritaire ou en étant extrêmement fort au Parlement pour faire en sorte que nous pouvons faire... Vous savez que ça va être difficile. Il y a un sondage ce matin, Opinionway, qui dit qu'il serait crédité de 6 à 8 députés. Non mais ça, c'est ce que j'attendais. C'est-à-dire que la 5e République est telle que vous pouvez faire 20% et vous retrouvez avec 5 ou 6 députés, ce qui serait un scandale démocratique. Même, je ne veux pas défendre le Front National, mais à combien de députés FN entre 15 et 20. Voilà, c'est-à-dire que vous imaginez une candidate qui serait au second tour, se retrouve avec la mâchoire terrible antidémocratique de la 5e République en situation d'avoir peu de députés. C'est intolérable. Intolérable, mais les faits seront là. Donc, du coup, vous aurez peut-être un groupe, pas de groupe, vous serez 6 à 8 députés. C'est la raison pour laquelle... Et que voulez-vous que je fasse? Que je devienne un macronien et que je profite de cette émission pour dire Manu, prends-moi au gouvernement? J'ai même vu que des journaux sont amusés à dire que j'étais un lointain cousin de Monsieur Macron. Vous démentez, il n'y a aucune racine familiale. Non, mais ça semble vrai, mais il faudra remonter jusqu'au XVIe siècle. Non, mais pour aller au beau village de Murat-sur-Mer. Alexis Corbière, pour lever certaines ambiguïtés, imaginons, vous avez un groupe, vous travaillez avec la majorité d'Emmanuel Macron, comment ça va se passer? Non, nous serons intraitables et totalement en désaccord avec ce qu'il dit. Il veut remettre en cause le code. Les communistes, quand même, seraient prêts à lui donner un blanc-seing, donc vous... Alors, je ne veux pas me faire un défenseur de tout ce que fait le Parti communiste, tout ça en discussion avec eux. Mais alors là, je crois que vous déformez totalement leur position. Les discussions, elles en sont où? Parce que si on croit à Pierre Laurent, c'est au point mort. Pardon? Oui. Je ne sais pas, non. Il devait y avoir une négociation mardi soir qui a duré 2 heures. Ça a chopé, visiblement. Il veut une bannière commune qui s'appellerait la force du peuple. Vous êtes d'accord ou pas? Non, mais pas du tout. Mais premièrement, c'est pas au point mort, y compris Pierre. Il faut qu'il arrête de faire ça, je lui dis, parce que nous discutons depuis... Vous lui dites quoi? Depuis 1 an, on s'est vu plusieurs fois, et c'est souvent nos amis du Parti communiste qui ne voulaient pas et qui arrêtaient des discussions. Nous, ce que nous disons clairement, nous avons proposé il y a quelques mois, je ne veux pas être trop cuisine, mais que tout le monde se retrouve dans la France Insoumise, ce grand mouvement. Le Parti communiste a dit non, je veux faire une campagne autonome. Dont acte. La France Insoumise a fait ce grand succès, a rassemblé beaucoup de gens, dont des communistes, des écologistes, qui eux ont joué le jeu de la France Insoumise. Bon, maintenant le Parti communiste revient, nous dit on veut essayer de s'entendre sur les législatives. Non, dans un premier temps, de ce que j'avais compris, ils avaient dit à la presse 15-15, ce qui était une base de discussion, à savoir pourquoi pas là où ils ont des députés que nous ne mettions pas de candidats France Insoumise, ce qui pourrait être logique, mais à l'inverse, évidemment,
sur le même nombre de députés ou que nous ne mettons pas de candidats, les communistes devraient nous aider. Pardon d'utiliser mon cas, je suis candidat à Montreuil, pourquoi le Parti communiste a décidé de mettre un candidat dans mes pattes vous ne pouvez pas vous entendre. Mais si, on est en train, mais là j'observe que maintenant la discussion a pris un autre ton, où le Parti communiste semble dire il faut la moitié des circonscriptions, etc. C'est ce qu'ils disent. Bon, oui, écoutez, c'est pas le Parti communiste qui a dirigé cette campagne, donc c'est pas une base. Les 7 millions de gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, c'est pas le Parti communiste, c'est pas le lectorat communiste. Comment mes amis du Parti communiste peuvent croire que d'un seul coup nous allons dire que les gens qui sont retrouvés dans le programme L'Avenir en commun, surtout avec d'autres candidats, le Parti communiste, c'est pas son programme L'Avenir en commun. Il a un autre programme qui a un autre nom avec d'autres choses. Donc ça n'est pas représentatif du mouvement que nous avons fait. 7 millions de gens n'ont rien à voir avec le Parti communiste, même si le Parti communiste vous pourriez est une partir des composantes. désunis ou pas? Écoutez, si le Parti communiste reste sur Vous des travaillez, propositions en fait, non raisonnables, oui, vous c'est un travaillez risque. à une force. Mais j'invite par l'intermédiaire de ce micro à dire à Pierre Laurent et puis aux négociateurs, écoutez, revenez sur des choses qui sont des bases raisonnables, mais qui sont, ce que j'appelle raisonnables, c'est représentatif notre mouvement. Vous avez des gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, qui sont très éloignés du Parti communiste. Vous avez des gens qui même venaient de la droite, qui ne votaient pas, pour qui ça ne... Donc il ne faut pas chercher à tordre et à récupérer ce grand mouvement. Jean-Luc Mélenchon... Oui, chaque fois vous n'avez pas peur quand même que le mouvement... Vous n'avez pas peur, pas peur. Moi, non, mais vous n'avez pas peur que la dynamique se délite, parce que dans les personnes qui ont été interrogées hier dans un sondage Elab et qui ont voté, qui sont des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, hier soir, les 2/3 disaient trouver Emmanuel Macron convaincant. Vous parlez de deux choses. Moi, je respecte le fait que quand vous vous retrouvez face à Marine Le Pen, vous préfériez voter Emmanuel Macron. Honnêtement, ça n'a rien d'indigne et ça ne me semble pas être une non, mais là, rupture. c'est convaincant pour être président de la République. Ça veut dire on oublie Jean-Luc Mélenchon. Dans un moment binaire, on vous dit Madame Le Pen ou Monsieur Macron, je vais même vous faire une confidence. Je suis peut-être plus proche, quelqu'un qui me dit il vaut mieux lui que elle, honnêtement. Si on devait résumer les choses, vous voyez ce que je veux dire. Mais ce qui, moi, m'intéresse, et il y a d'autres sondages qui vont le montrer, c'est que Jean-Luc Mélenchon reste en forte tête de la manière dont les gens se représentent, on va dire, le républicanisme, l'humanisme, etc., et une forme d'opposition humaniste à ce que sera Macron. Et puis là où vous avez raison, mais je ne vais pas faire face à vous un homme trop prétentieux, l'élection législative par rapport à son système électoral est toujours difficile, on va l'aborder tranquillement, d'où le point de départ de notre discussion, rester unis et rassemblés. Je suis bien conscient, je ne suis pas le dirigeant d'un parti comme vous le connaissez précédemment, avec une homogénéité surtout. J'ai rassemblé des femmes et des hommes, nous avons rassemblé, qui abordent ce deuxième tour et d'autres choses de manière un petit peu avec des sensibilités différentes. Et je leur dis à tous, restons unis. Si nous restons unis, et que vous votez pour les candidats France Insoumise aux élections législatives, on peut être l'événement. Ce serait formidable de se dire, désormais, il y a un nombre important de députés, pourquoi pas même aller tendre vers l'objectif, parce qu'il faut toujours se battre pour une majorité. Moi, je ne suis pas là pour témoigner, je veux changer ce pays, j'aime ce pays, je ne veux pas qu'il soit entre les mains de quelqu'un qui continue la politique de François Hollande, tout comme je ne veux pas que sa seule opposition soit une extrême droite xénophobe. Voilà la dualité un peu morbide dont j'essaie de me sortir. Alexis Corbière, dans les heures qui ont suivi le résultat du premier tour, Jean-Luc Mélenchon a été perçu par certains observateurs comme étant mauvais perdant. Est-ce que vous en avez parlé avec lui? Est-ce qu'il a Je corrigé suis le tir? responsable d'une chose, avec mes amis. Non, je vais vous dire une chose. Et là, que ceux qui m'écoutent me comprennent. Les instituts de sondage nous disent à 1h ou même vers 18h que c'est très serré de qui sera au second tour. Je ne sais pas si qui sera au premier. Oui, au second tour. C'est très serré. Mouchoir de poche, nous dit-on. Oui. Je suis invité sur le plateau de TF1, on donne des chiffres qui ne sont pas les mêmes que sur le plateau de France 2. Et commence à sortir des centres-villes dépouillés à 20h, des chiffres où nous avons fait des excellents scores. Et beaucoup de nos amis... Est-ce que ça explique cette forme d'amertume qu'on a sentie? Non, c'est pas une amertume. Mais déjà, et le ministère de l'Intérieur dit, attention, attendre jusqu'à minuit, chiffres consolidés, ça va être... Donc vous êtes en train de nous dire, il se voyait au deuxième tour? Non, mais c'est pas que c'est moi, c'est nous tous. Moi, je n'avais pas envie de commenter. Alors ça peut donner cette impression un peu bizarre, j'en conviens, voilà. Où vous êtes sur un plateau télé, moi j'étais sur TF1, mes amis, où on vous demande de commenter immédiatement, et moi j'ai dit, attendez avant de commenter les chiffres. Et sans doute que la communication de Jean-Luc Mélenchon, vers 22h, elle est marquée par cette forme d'attente, qui ne donne pas une impression de peut-être de grande clarté quand vous vous retrouvez dans cette situation. Rien à voir avec son caractère, vous voulez dire? Non, mais pas du tout. Mais Jean-Luc, il m'a consolé à moi. Moi, j'avais les larmes aux yeux. Moi, j'ai trouvé ça terrible d'avoir mené une aussi belle campagne et qu'à 600 000 voix près, l'histoire de ce pays pouvait être différente. Jean-Luc, il a une pêche énorme, si je puis dire, et il va jouer le portant dans la législative. Là-dessus, vous pouvez lui faire... Merci Alexis Corbière. On passe au débrief de vos propos dans un instant.
Voilà, j'accueille donc pour débriefer notre invité et cette actualité forte autour du débat du deuxième tour hier au soir, André Crétenant, le directeur de l'information de TV5 Monde, notre partenaire qui diffuse cette émission ce week-end d'ailleurs, sur vos 9 antennes à travers le monde, et puis Nathalie Moret du groupe EBRA qui représente le Progrès de Lyon ce matin. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alexis Corbière, alors on a compris tout à l'heure que son calcul, c'était les élections législatives. Essayer au fond, d'avoir un groupe de réelle opposition à Emmanuel Macron, n'est-ce pas Nathalie Moret? Vous parlez de Marine Le Pen, là? Oui, d'accord. Je le dis à bon escient, parce qu'effectivement, on a compris lors de vos propos que vous venez de tenir. Vous avez assez vite évacué le débat d'hier soir et vous êtes déjà clairement dans l'élection législative. Vous avez dit que vous voulez avoir un groupe puissant et vous appelez vos électeurs, qui sont un petit peu moins de 7 millions, à rester unis. Un peu plus de 7 millions. Comment? Ils sont un peu plus de 7 millions. Oui, enfin environ 7 millions. Ça va être difficile quand même, parce qu'on a le sentiment que avec le Parti communiste, c'est pas si simple que ça. Donc on a presque le sentiment que vous êtes plus... comment dirais-je, inquiet pour l'unité entre vous, la France Insoumise et le Parti communiste, que pour vos électeurs. On n'a pas l'impression que ça se passe très très bien. Avec le Parti communiste, le débat, vous savez, les 7 millions de voix, c'est pas des voix communistes. Hein. Oui, je sais bien. Non, mais le souci d'unité que j'ai n'est pas par rapport au Parti communiste. Le souci d'unité que j'ai, c'est que j'ai rassemblé 7 millions de voix de gens qui viennent un peu de partout. On est premier chez les jeunes, qui n'ont pas de tradition politique, premier chez les chômeurs, qui souvent s'abstenaient, c'est des abstentionnistes, beaucoup de gens qui ne se latéralisent pas droite-gauche, et d'où le débat que nous venons d'avoir sur le second tour. Donc c'est pas la question un peu boutiquière avec le PC qui pose un problème, on va la régler. Ça va se régler, vraiment. On a le sentiment que c'est difficile. Ce que j'appelle régler, c'est qu'au bout d'un moment, nous on va rentrer en campagne, et puis point final. Je veux dire, franchement, bon, on a fait 7 millions de voix, et vous comprendrez, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, que ces 7 millions de voix ne peuvent pas se résumer à ce que la moitié soit représentée par le Parti communiste, tout à fait respectable, mais qui a fait une autre campagne avec un autre programme. Bon, mais très bien. TV5 ça, je ne serais pas d'accord. Moi, je pense que c'est assez naturel, en fait, qu'on soit déjà passé sur les législatives, parce qu'au vu du débat d'hier soir, les choses sont sans doute jouées. Mais je pense aussi, et on a beaucoup parlé du débat et de la tonalité du débat, c'est que sans doute le débat montre aussi une France, malgré tout, divisée avec beaucoup de frustration. Vous représentez d'ailleurs une des facettes de cette frustration. Et au-delà du vote, vous ne pouvez pas nous donner, mais on a bien senti où votre cœur balance. Mais comment vous voyez la suite, justement? Comment cette France, effectivement, peut se rassembler d'une manière ou d'une autre? Au fond, est-ce que le débat ne nous dit pas que nous allons avoir, là, 5 ans d'une France... tiraillé, déchiré. Moi, c'est ce que je crois. Au-delà de nos petites histoires, d'abord, le score du premier tour démontre une explosion du champ politique traditionnel. Incroyable. Quand vous additionnez les scores du Parti socialiste et des Républicains, c'est 20%. C'est-à-dire que dans cette maison, les Républicains sont largement majoritaires au Sénat, 80% de l'Assemblée nationale à eux deux, et quand les Français s'expriment, en fait, 80% des gens ne votent pour autre chose que... Donc, il y a un coup de balai, on a appelé ça de manière, par des formules de campagne, ce dégagisme. Je crois que la majorité des Français ne veut pas les voir. Et quelque part, le succès de M. Macron est un des éléments du fait qu'il y a une volonté de grand renouvellement, et notre succès aussi. Donc, de toute manière, il n'y aura pas de stabilité, je le crois, à travers le projet de M. Macron. Vous savez quoi, je le lui ai dit personnellement à une autre émission de radio hier, je le crois, avant-hier même, et je lui ai dit, j'ai dit, mais le pays, faites attention, votre projet est trop brutal. Le fait de demander une adhésion à votre projet, qui est quand même brutal, dire je vais changer le code du travail par ordonnance, alors que lui-même, quand vous reportez au nombre d'électeurs inscrits, c'est seulement 16% des gens qui votent Macron, et même des études nous démontrent que près de la moitié des électeurs de Macron le disent. Vous voulez dire qu'il est illégitime pour faire ça? Pardon? Vous voulez dire qu'il est illégitime pour faire ça? Je crois qu'il n'y a pas une légitimité majoritaire à porter un tel projet, ça c'est clair. Et c'est la raison pour laquelle il y aura une grande instabilité. Une impossibilité aussi donc d'avoir des coalitions, d'avoir une impossibilité totale. C'est-à-dire pourquoi faire? Les Français seraient particulièrement rudes avec des combines, parce que les coalitions, c'est quoi? C'est des postes. Moi, je ne céderai jamais un pouce de mes idées pour faire autre chose de ce pourquoi je me suis présenté devant les Français. Mais en même temps, monsieur... Parce que le projet de M. Macron, une fois de plus, quelque part, je ne veux pas lui rendre hommage, il est cohérent, il dit, moi, voilà ce que je ferai. Même quand Jean-Luc Mélenchon passe sur TF1, on lui dit, s'il vous plaît, quand même, ne cassez pas le code du travail. Il dit, non, je ne céderai rien. Il prend la responsabilité de cette situation. On voit bien qu'on va vers une législature complètement différente. Jusqu'à présent, on avait une majorité qui se dessinait avec des députés godillots. Là, vraisemblablement qu'Emmanuel Macron n'aura pas de majorité. S'il en a une, elle sera toute relative. Et on risque d'avoir 6 ou 7 groupes différents à l'Assemblée. Vous dites que vous êtes en tête dans 65 circonscriptions, je crois. 76, enfin. Ouais, 76. 5-6 députés. Pardon. Projection, voilà. Est-ce que c'est
la France insoumise qui est en tête ou est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir quelques difficultés d'entrer en campagne avec des gens qui seront finalement beaucoup moins emblématiques? Oui, Jean-Luc Mélenchon. Je ne parle pas de vous, Alexis. Moi, je suis candidat dans une circonscription. J'espère que quand même. Vous faites partie des gens identifiés. Peu le sont autour de Jean-Luc Mélenchon. Porte-parole. De la même façon que les candidats que présentera M. Macron. Oui, mais lui, il va gagner. Donc il aura un élan. Mais ce que vous décrivez, qui a une forme de pertinence, et le caractère antidémocratique de la Ve République. Voilà, c'est tout. S'il s'avérait que... Probablement, il y aura une vraie question. Il est possible que des gens qui sont venus voter à l'élection présidentielle ne viennent pas voter à l'élection législative. Phénomène que l'on retrouve parfois. Je m'adresse à eux en disant, venez voter, cette élection est importante. Il faut toujours aller voter de manière générale, et particulièrement, il faudra rester mobilisé. Il faut un peuple mobilisé. Un troisième tour, en sorte. Oui, enfin, je veux dire que ne pas négliger le fait que ce qui se passe, ce qui sort de la législative, quand même, a une importance sur l'avenir du pays. Bon, et après, il y a ce que vous dites, mais on va travailler, on va chercher à faire, je ne vais pas décrire toute la stratégie électorale, mais une campagne législative très marquée par les visuels, la personne de Jean-Luc Mélenchon, pour que les gens s'y reconnaissent. Moi, je donne conseil à tous mes amis qui seront candidats aux élections législatives, mettez la photo de Jean-Luc Mélenchon sur votre affiche et menez campagne sur notre programme. Pas la peine de finasser, si je peux me permettre l'expression. Il faut retrouver cette énergie de la présidentielle dans la législative. Y arriverons-nous? On en tirera le bilan ensemble. Je connais les difficultés d'une élection législative, mais c'est un peu commun à tout le monde. Hein. Alors, je me permets de regarder aussi la politique française depuis la Suisse, puisque je suis suisse. Absolument. Et donc, je reste neutre quand même. Mais effectivement, les partis traditionnels qui ont été dégagés, etc. Et cette reconfiguration de la vie politique, est-ce que ça ne nécessite pas ensuite du réalisme, le sens du compromis? C'est quand même quelque chose de difficile. Je vous écoutais effectivement aussi déjà sur les législatives, et on en revient à cette idée de l'idéologie qui est très forte, etc. Monsieur Macron est un idéologue aussi très fort. Non, idéologie pas dans un sens négatif. Ce que je veux dire, c'est que on a beaucoup de pays qui entourent la France et qui sont capables de faire des coalitions et qui travaillent sur des compromis. J'ai le sentiment que la France a une peine énorme à arriver sur une autre manière de faire des majorités relatives, vous voulez dire? C'est opposition, majorité, opposition. Mais j'ai cru comprendre que précisément celui qui va être notre prochain futur président de la République est un homme qui est en train justement de rassembler le Parti socialiste, on va dire, et la droite. Mais est-ce qu'il y arrivera? Mais je pense qu'il n'y arrivera pas. Parce qu'au bout d'un moment, de quoi on parle? Tout ça, c'est joli, il faut des compromis, mais de quoi on parle? Et quand vous dites, voilà, aidez-moi à modifier le Code du travail par ordonnance pour l'assouplir, pour baisser les heures supplémentaires, pour faire en sorte que ce qui était le caractère français de la législation sociale au niveau national et pas au niveau des branches, mais que désormais c'est au niveau de l'entreprise ou des branches qu'on va le faire, c'est avec quoi je suis un radical désaccord, je serai le premier opposant de ça, aucun compromis. On pourra venir avec les postes et tout ce que vous voulez, moi et mes amis, on dira non. C'est une question de dignité politique. Je crois que la politique française a trop payé aussi du fait que des gens se font élire sur des choses et puis après font autre chose. Moi, je veux dire, j'ai peut-être des défauts, mais je suis comme ça. Le programme, il est clair. Et si vous votez pour moi, vous savez ce pourquoi vous votez. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je propose, ne votez pas pour moi. Mais sachez que vous avez un homme qui continuera à défendre la question sociale, question écologique et la 6e République. Parce que cette monarchie présidentielle... Il n'y aura pas de 6e République, mais il va y avoir le non-cumul des mandats. Ça va être quelque chose qui va radicalement changer l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez que ça va changer la façon de gouverner? Allez, rapidement. Ça va modifier peut-être des baronnies locales, etc., etc. Bon, mais ceci dit, sur le fond économique et social, j'en suis pas persuadé, mais c'est une bonne chose que je soutiens. C'est une bonne chose. Mais c'est une forme de renouvellement. Oui, mais l'arrivée de M. Macron incarne quelque chose. Mais l'arrivée de M. Macron, c'est une formidable illustration du livre Le Guépard. Hein. Tout change pour que rien ne change. Un homme nouveau qui, encore un an, n'existait pas, va être le prochain président de la République, mais sans doute pour mener une politique qu'on a déjà faite. Votre conclusion. Merci Alexis Corbière, qui a peu dormi, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et de son mouvement La France Insoumise. On a compris. Bon vent pour les législatives. C'est gentil. Vous serez candidat donc. À Montreuil-sous-Bois. Merci beaucoup. En Seine-Saint-Denis. En Seine-Saint-Denis. À demain pour une nouvelle matinale d'info de Territoire d'Info et bonne journée à tous.